Les sentiments. On a l'impression que c'est simple, que c'est personnel. La joie, la colère, la tristesse. On croit les connaître par cœur. Mais en réalité, si on gratte un peu la surface, on découvre une histoire beaucoup, beaucoup plus complexe. Une véritable vie secrète qui se cache derrière chaque émotion qu'on ressent. Alors, on va commencer par la question la plus simple en apparence, mais qu'est-ce que c'est au juste une émotion? Vous allez voir, la réponse est tout sauf évidente. En fait, pour bien commencer, il faut déjà oublier l'idée qu'une émotion, c'est juste un truc intérieur et universel. Tenez, pour bien voir cette complexité, prenons un exemple que je trouve fascinant, la vergüenza ajena. C'est une expression espagnole qui décrit ce sentiment très particulier de gêne, mais qu'on ressent pour quelqu'un d'autre. Vous voyez le truc? Ça montre tout de suite que notre palette d'émotions n'est peut-être pas la même pour tout le monde et qu'elle est en fait profondément liée à notre culture, à notre langue. On a souvent cette image en tête. L'émotion, c'est une sorte de réflexe, non? Quelque chose qui se passe en nous, une réaction purement biologique, privée face à un événement extérieur. Mais on peut voir les choses complètement différemment. Et si c'était moins une histoire de biologie que de codes qu'on partage tous? Un produit de notre culture, en somme, qui nous apprend ce qu'on est censé ressentir et comment mettre des mots dessus. Et là, on arrive à l'idée la plus dérangeante. Et si nos émotions étaient en fait des outils, des instruments de pouvoir qui servent à maintenir des hiérarchies sociales, à nous contrôler les uns les autres? C'est une idée assez provocante et on va l'explorer ensemble. Ok, alors commençons par le plus familier, la vision de base. L'émotion comme une expérience personnelle qui vient de notre corps, de notre tête. C'est le point de départ de tout le monde en général. Voilà le modèle classique en 3 étapes. D'abord, il y a un stimulus, disons une mauvaise nouvelle, et ça déclenche une réaction physique. Ensuite, notre esprit interprète cette sensation en fonction de notre culture. C'est là qu'on ressent vraiment. Et enfin, ce ressenti mène à une action. Ça a l'air logique, non? Sauf que ce schéma oublie une dimension absolument cruciale. Et c'est là qu'intervient une sociologue, Harley Russell Hochschild, avec un concept qui a tout changé, le travail émotionnel. L'idée, c'est que nos émotions, on ne fait pas que les ressentir, on les gère. On travaille dessus pour qu'elles collent à ce qu'on attend de nous, surtout au boulot. On passe donc à cette deuxième couche de complexité. L'idée que nos sentiments, ils sont loin d'être spontanés. En fait, on les gère activement, et ils peuvent même devenir une sorte de marchandise dans notre économie. Ça illustre parfaitement un changement historique majeur. Au début du XXe siècle, le sociologue Max Weber disait que la bureaucratie parfaite, c'est un lieu froid sans émotion. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Les entreprises ne cherchent plus à supprimer les émotions, elles les exigent. Le sourire de l'hôtesse de l'air, ce n'est pas juste un sourire, c'est un service qui est vendu avec le billet. Cette citation, elle est tirée d'une vraie formation pour du personnel de bord, et elle montre bien toute l'attention. On reconnaît que le job génère de la colère, c'est normal. Mais on demande aux employés de la gérer. Pas forcément pour la boîte, mais pour leur propre bien-être. On voit bien le coût psychologique que ça représente. Et ce coût, bien souvent, les employés sont seuls à le gérer. Une étude faite au Cameroun a révélé un chiffre qui fait réfléchir. Quasiment 8 personnes sur 10 estiment que leur entreprise ne les aide absolument pas à gérer les émotions de leur travail. L'exigence est là, mais le soutien, lui, il est absent. Bon, élargissons un peu le cadre maintenant. Ce travail émotionnel, il ne se passe pas que dans un bureau. Dans la vie de tous les jours, on suit aussi des règles. Mais la question c'est, qui écrit ces règles? Qui décide de ce qu'il est normal ou pas de ressentir? Le concept clé ici, ce sont les règles du ressenti. Ce sont des normes sociales, souvent pas écrites, qui dirigent notre vie émotionnelle. Elles nous disent qu'il faut être joyeux à un mariage, triste à un enterrement. En permanence, on évalue nos propres sentiments et ceux des autres par rapport à ces règles. Et ce qui est vraiment crucial de comprendre, c'est que nos émotions sont totalement liées à notre place dans la société. Avoir le droit de ressentir une colère légitime, par exemple, ça dépend souvent du soutien qu'on a autour de soi. La fierté est plus facile à ressentir quand on est en position de pouvoir, alors que l'humiliation, elle, vient renforcer un statut d'infériorité. Nos émotions ne sont pas du tout neutres, en fait, elles sont politiques. Et pour que ce soit encore un peu plus complexe, ces fameuses règles du ressenti, elles ne sont pas gravées dans le marbre. Pas du tout. Elles ont une histoire. Ce qui était vu comme une émotion juste et noble à une époque peut devenir complètement suspect à une autre. Regardez cette frise, l'évolution est incroyable. Chez les stoïciens, dans l'Antiquité, le top de la sagesse, c'était de se libérer des passions. On fait un bond en avant jusqu'aux cours européennes, là tout n'est que performance, tout est maîtrisé. Et puis, au XVIIIe siècle, boum, c'est la révolution. Le sentimentalisme arrive et l'émotion intense devient la preuve qu'on est quelqu'un de bien. Et aujourd'hui, on est revenu à une forme de gestion où l'émotion est une ressource à optimiser. Cette citation de Diderot, elle est parfaite. On est en plein dans le sentimentalisme. Pour lui, le but de l'art, c'est de provoquer des émotions extrêmes, parce que c'est grâce à cette intensité qu'on devient meilleur. On est à des années-lumière de la maîtrise de soi des stoïciens ou du sourire managérial d'aujourd'hui.
Bon, on a vu pas mal de choses. On a déconstruit l'émotion couche par couche. Pour terminer, j'aimerais ajouter une toute dernière pièce au puzzle, un concept qui pousse la réflexion encore plus loin. Alors, si on résume, un seul et même sentiment qu'on éprouve est en fait le résultat de toutes ces couches qui s'empilent. Il y a une base biologique, un travail de gestion personnelle, des règles sociales qui nous disent comment faire et des valeurs historiques qui donnent un sens à tout ça. C'est un vrai millefeuille. Et c'est pour ça que certains théoriciens proposent de faire la différence entre l'émotion et ce qu'ils appellent l'affect. L'affect, ce serait cette intensité brute, cette force qui nous traverse avant même qu'on puisse mettre un nom dessus, avant qu'elle soit transformée par le langage et les codes culturels en une émotion qu'on reconnaît, comme la joie ou la tristesse. C'est le ressenti à l'état pur, en quelque sorte. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question un peu vertigineuse. Si nos sentiments les plus intimes sont en fait le produit de la biologie, de notre propre travail, des normes sociales et de l'histoire, qu'est-ce qui reste de l'idée d'un vrai soi ? Qu'est-ce que ça veut dire, être authentique, au milieu de ce tourbillon d'influence ? La question reste ouverte.